Entendions tous. Je suis si ravi de partager avec vous cette interview avec Xavier Poussard, le journaliste qui a révélé au grand public le scandale Brigitte Macron. À travers une publication, il a fait plusieurs séries dans lesquelles il a collaboré avec Natacha Ray. Vous en entendrez bien évidemment parler. Il y a tellement d'éléments qui nous amènent à ce à quoi nous sommes amenés aujourd'hui. Je veux juste que vous sachiez, lorsque je me suis assis avec Xavier à la fin de l'année dernière, jamais dans un milliard d'années je me serais imaginé qu'Emmanuel Macron et Brigitte m'enverraient une lettre légale. Et je crois que c'est parce qu'ils savaient que cette interview allait avoir lieu et allait être révélée. Et ils ne voulaient pas que cette série se produise. Et à bien des égards d'ailleurs, cette série n'aurait peut-être pas eu lieu si je n'avais pas creusé davantage dans cette histoire, simplement parce que moi je crois en la liberté d'expression et je crois également en l'information. Et je crois que ce qui se passe actuellement en France est le mal, c'est diabolique. Xavier Poussard n'est jamais apparu devant une caméra avant aujourd'hui. Il a été remarquablement discret sur son travail et il a consacré des années de sa vie à faire face au poids de ce qui se passe. Je décrirais cela comme un gouvernement totalitaire en France qui le poursuivait. Lui et sa famille, il a déraciné sa famille et il a dû déménager en Italie pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité et protégés. Et bien sûr, il n'est pas le seul. Mais cette interview est véritablement l'aboutissement d'une année de travail. En fait, c'était juste l'année dernière où je me suis aperçu que ça, c'était juste le bout, la pointe de l'iceberg. Et je me suis véritablement rendu compte qu'il s'agissait d'une histoire explosive. Et quand Xavier Poussard et moi nous sommes assis ensemble pour la première fois et que nous avons montré une photo de lui sur YouTube, nous avons finalement décidé, eh bien essentiellement, nous avons dit que nous n'étions pas autorisés à diffuser et que nous n'avions pas l'autorisation de discuter de sujets tels que des sectes ou à insinuer quoi que ce soit à propos de sectes. Mais nous nous sommes dit que certainement YouTube avait été contacté par quelqu'un avec beaucoup de pouvoir. Et cette fois, en réponse, en guise de réponse, ce que nous avons décidé, c'est de créer un site internet entier sur lequel nous pouvons diffuser des interviews comme celle-ci sans avoir la crainte qu'elles ne soient supprimées. Bien sûr, vous pouvez retrouver ça sur candaceowens.com. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est vous partager 15 minutes de cette interview avec Xavier Poussard ici sur YouTube, en veillant bien entendu à ce que rien ne vienne enfreindre les règles de la communauté, et le reste de l'interview sera disponible gratuitement sur le site candaceowens.com, de façon à ce que vous puissiez la regarder dans son intégralité. Et juste pour que vous sachiez, quand lui et moi nous sommes assis ensemble, moi j'essayais toujours de comprendre, j'essayais d'analyser les éléments de l'histoire. Alors vous allez peut-être m'entendre poser des questions de la même façon que vous, en tant que spectateur, vous pourriez peut-être vous poser des questions. Essayant de comprendre clairement ce qu'il suggérait. C'est pour ça qu'il nous semblait important de construire d'abord cette série afin que vous puissiez avoir le background en fait des informations pour que vous puissiez à travers ces 6 premiers épisodes comprendre ce qu'il va dire. C'était vraiment important pour moi, pour nous, pour l'équipe. Nous avons mis tellement d'énergie, de travail là-dedans. Je suis vraiment tellement reconnaissante envers Xavier Poussard, Natacha Ray et tous les journalistes qui ont, disons-le, littéralement bravé le gouvernement français pour pouvoir nous amener au moment auquel nous sommes aujourd'hui. Donc sans plus attendre, voici maintenant Xavier Poussard. Xavier, je ne sais vraiment pas par où commencer, j'ai l'impression que ça va être vraiment la plus grande histoire de l'année. Et nous ne sommes seulement qu'en janvier. Donc juste pour le public, pour mon audience et pour les gens qui nous écoutent partout dans le monde entier, dites-nous simplement comment vous êtes arrivé à être impliqué. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette histoire de Brigitte Macron, d'Emmanuel Macron? Quel est votre parcours? Et qu'est-ce qui a piqué un petit peu votre intérêt pour cette histoire? Alors je me suis intéressé à Brigitte Macron tout simplement parce que je fais des portraits de presse. Et cela signifie que je me spécialise dans les portraits de presse non autorisés. Vous savez, le genre de choses que les gens ne pourraient ne pas vouloir que quelqu'un dise à leur sujet. Mais je le fais avec conscience et je le fais aussi précise que possible. Donc ils ont sorti cette sorte de biographie, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, cette biographie non officielle qui est sortie à leur sujet. Et quelle est la première chose qui vous frappe quand vous lisez cette publication? Ce qui était très étrange dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a eu une surmédiatisation. Les médias grand public ont décidé d'attaquer très fortement les autres candidats lors de l'élection présidentielle de 2017. En particulier Pénélope Fillon, et en quelque sorte ils ont loué tout ce qui entourait Emmanuel Macron et Brigitte. Ils attaquaient essentiellement l'extrême droite, tout le monde sauf eux. Donc ils ont essayé de dépeindre cette image de Macron comme étant une sorte de personnage à la Mozart, très vertueux, très précoce. Et ils ont commencé à élaborer un récit selon lequel il avait rencontré cette femme quand il avait 17 ans. Donc vous savez, ce genre d'homme d'une nature très précoce, un conquérant, un virtuose auquel personne ne pourrait résister. Essentiellement comme Mozart était.
Donc le premier mensonge concernait l'âge. Un journaliste avait compilé une combinaison du nombre de fois où il avait été noté qu'ils avaient initialement inventé un récit selon lequel lui avait 17 ans et elle 36 ans. Donc c'était, vous voyez, c'est en quelque sorte cet homme courageux qui poursuivait la femme qu'il aimait à un jeune âge, parce qu'il était juste, voilà, un jeune homme très audacieux, pour ainsi dire. Alors qu'en fait, il avait 14 ans à l'époque et elle avait 39 ans. Ce qui transforme cette histoire courageuse en une histoire de pédophilie et d'abus sur mineurs. Lorsque leur âge réel a été révélé, il y a eu de nombreux mécanismes de communication mis en place. Ils ont vraiment joué sur la façon dont l'histoire a été présentée au public. Vous savez, c'était un petit peu comme le film avec Robert De Niro et Dustin Hoffman, Des hommes d'influence, où ils ont utilisé un conseiller en communication qui a apporté certains messages au public tout simplement pour le distraire du véritable scandale qui était en jeu. Un récit qui raconte que la différence d'âge est un problème entre un homme et une femme, l'homme étant plus jeune et la femme plus âgée, alors que la différence d'âge était exactement la même, par exemple, entre Donald Trump et Melania, et pourtant personne n'a sourcillé à ce moment-là. Cependant, le problème n'est pas tellement la différence d'âge, et les gens ont complètement sauté dans le train en marche, si je puis dire, ici, et on dit, mais c'est tellement injuste qu'un homme plus âgé soit avec une femme plus jeune, ça ne pose problème à personne, mais l'inverse devient tout d'un coup scandaleux. Mais ce n'est pas le problème ici. C'est un problème de l'âge qu'avait Macron à l'époque où il avait 14 ans. Donc il s'agit véritablement d'abus sur mineurs, plutôt que juste une simple histoire salace de différence d'âge entre un homme et une femme. Donc en gros, ce que vous dites, c'est que les médias ont essayé de donner une tournure un peu féministe moderne à cette histoire. Quelqu'un se serait donc impliqué et aurait dit « Ok, nous allons prendre l'angle féministe, l'angle sexiste, l'angle misogyne, l'angle de la différence d'âge, et nous dirons « Oh, vous ne remarquez la différence que parce qu'il s'agit d'une vieille femme ». Alors que pourquoi cela serait-il problématique si c'était acceptable pour Donald Trump de sortir avec Melania? C'est une façon très intelligente d'essayer de contourner le problème, mais vous êtes en train de dire non, il ne s'agit pas de la question de l'écart d'âge entre les deux. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'avait que 14 ans et qu'elle en avait 39. D'ailleurs, ce que je t'expliquais... En fait, Brigitte Macron était à la une de l'Économiste, et il y avait cette pression constante de la gauche pour culpabiliser les gens en leur disant que l'idée d'une société patriarcale n'est pas juste. Ils ont un peu essayé de dépeindre Brigitte Macron comme cette poupée Barbie ou cette pin-up au public. Je crois même qu'une entreprise a noté qu'en 2018, il y a eu plus de contenu posté sur Brigitte Macron sur Internet qu'il n'y en a eu sur David Beckham, qui est manifestement de toute évidence bien plus célèbre qu'elle. Et Internet est devenu complètement saturé avec ces photos organisées, truquées, retouchées, pour vraiment la faire apparaître attirante, comme une pin-up, en se concentrant toujours sur ses tenues, plutôt que de se concentrer sur ce qui se passait réellement. Les initiés et le pouvoir le savaient bien évidemment, mais les médias ne se sont pas concentrés sur son niveau absolument croissant d'importance dans la politique, qui a été bien plus grand que celui de la plupart des premières dames dans le passé. Et ils ont vu qu'il n'y avait aucune photo d'elle enfant ou mère. Ils n'ont trouvé aucune véritable histoire historique derrière elle. Et au départ, ça partait d'une bonne intention de la part des journalistes. Ils voulaient juste rebondir sur ce récit qui avait été créé. C'est une icône féministe, elle grandit sur la scène politique, racontons son histoire. Mais ils ont échoué à chaque fois. Ils se sont toujours retrouvés face à un mur de briques. Et je voudrais juste vous donner 2 citations de journalistes qui ne sont pas des complotistes. Ce sont vraiment des vrais journalistes. La première, c'est une femme nommée Virginie Lennart. C'est une juive ashkénaze, et elle a couvert beaucoup de sujets en ce qui concerne l'Holocauste et d'autres sujets importants et graves de ce type à la télévision française. Elle a dit « J'avais besoin de photos de Brigitte Macron en tant que jeune femme, d'elle avec ses enfants jeunes, pour raconter une histoire, pour montrer un itinéraire en dehors de ceux qui sont estampillés par l'agence Best Image. Mais ce qui ne ressortait jamais, c'était sur des histoires, des photos, des images de sa vie d'avant. C'est un total blackout. » La deuxième journaliste, c'est Sylvie Baumel, qui réalise des portraits dans l'édition française de Vanity Fair. Elle a dit qu'en menant son enquête, elle avait l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror, où le bureau du président a réellement trouvé un moyen de pénétrer les cerveaux de ses anciennes connaissances et de tout effacer. Donc nous sommes en train de faire face à quelque chose de complètement incroyable. Tous ces journalistes qui disent « Allons, racontons l'histoire de Brigitte Macron ». Ils trouvent autour de cette femme quelque chose comme une histoire presque paranormale. Donc ces gens, ce ne sont pas des journalistes complotistes, ce ne sont pas des gens qui essaient de se faire une place,
Ce que toi tu dis, c'est que ces gens, ce sont des gens déjà bien intentionnés, qu'ils étaient sincèrement intéressés par cet angle féministe de l'histoire de Brigitte, et que ce serait vraiment une histoire incroyable de réussir à couvrir cette histoire, de savoir comment une femme, comment cette femme, est arrivée au pouvoir. Comme faire un petit peu un portrait, un article, comme cela a été fait sur Michelle Obama, par exemple, pendant les années Obama. Et ils se sont dit, mais attendez une minute, elle est où cette personne? Comment cette personne est-elle apparue? Comment elle est arrivée ici? On n'a jamais vu un trou noir pareil sur l'identité de quelqu'un. Et là, on rentre dans quelque chose que peut-être on n'aurait jamais pensé atteindre. En creusant pour cette histoire, certainement, j'imagine que tu t'attendais à voir voilà, des pièces du puzzle manquantes et voir des choses étranges, mais pas au point certainement de ce que tu as découvert par la suite. Alors parallèlement, moi je m'y intéresse parce que je fais des archives. C'est ce que j'aime vraiment faire. J'aime revenir aux détails, à l'histoire, regarder les problèmes des gens. Et j'avais un tas de gens autour de moi, mes contacts à Paris, y compris des journalistes grand public, mainstream, dans les médias, qui m'incitaient, presque qui me suppliaient de dire des choses. Ils me disaient, mais vas-y, là, c'est ton credo, c'est ce que tu fais, toi. C'est ce que je fais. Moi, je vais chercher, déterrer des informations, je les partage, là où d'autres journalistes ne peuvent pas le faire. Et puis tout d'un coup, je suis tombé sur quelqu'un dans mon entourage de travail informel, et il a dit, mais c'est un homme. Comme tu peux le voir, c'est un homme. Comme si c'était le commentaire le plus évident qu'il pouvait faire à ce sujet. Un autre de mes collègues, qui est un fonctionnaire, l'appelait Amanda, qui est une référence à Amanda Lear. C'est un cas un peu similaire, ce n'est pas très connu aux États-Unis, mais Amanda Lear était une figure assez célèbre. C'était la muse de Salvatore Dali, c'était une chanteuse et une star de télévision. Elle est célèbre en France, donc ses biographies ont été écrites et réécrites. Et à chaque fois qu'elles étaient réécrites, il y avait des petites divergences, des petites coquilles, des choses qui n'allaient pas dans la chronologie des dates. Et j'ai eu la même sensation, la même impression quand j'ai lu la biographie de Brigitte Macron. Par exemple, la date de la mort de sa sœur en 1960, alors qu'on apprend plus tard que c'était en fait en 1961. Puis le décès d'une nièce l'année suivante, mais ensuite quand nous allions creuser pour des informations, on découvre qu'elle est en fait décédée en 1966. Et puis après, elle va dire, j'ai acheté ma maison, on a acheté notre maison dans le Touquet en 1950, et en allant creuser à la recherche des informations, on découvre qu'en fait c'était en 1957. Et à chaque fois, comme ça, l'histoire est modifiée. Donc on se dit à nous-mêmes, mais c'est quoi ce truc? Il y avait vraiment cet élément de création de complexité, de confusion, tout simplement afin de cacher l'éléphant dans la pièce. Pour en revenir à l'histoire Amanda Lear est née en tant que Alain Tappé, et il est très connu aujourd'hui. En fait, elle a été démasquée parce qu'à un moment de sa vie, elle se faisait appeler Peggy d'Oslo. Elle était en fait la trafiquante de drogue de Mick Jagger. Donc on expérimente, on vit toujours ces comportements très limites, à la limite. Mon point, c'est que cette avenue pour les personnes transsexuelles a été créée déjà bien avant, ça fait longtemps que ça existe. Mais il est aujourd'hui très dangereux de s'y plonger. Parce que vous courez tout simplement le risque d'être qualifié de fou. C'est qui ce gars qui prétend voilà, connaître les choses? C'est quoi cette absurdité? C'est un fou? Est-ce qu'il est fou? Donc moi j'étais confronté à ce risque. Alors j'ai commencé à parler de ce sujet à mon réseau un peu plus large. J'ai commencé à aller voir tous ceux que je connaissais pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Parce que je savais qu'il y avait une histoire là derrière, et je voulais vraiment y aller à fond, je voulais creuser dans cette histoire. Mais les Français, dans l'ensemble, ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe, de ce qui est en jeu. C'est pas vraiment sur leur radar. Ils ne sont pas tout à fait conscients de l'ampleur de la situation. Et puis tout d'un coup, j'obtiens le numéro de téléphone de cette fille qui s'appelle Natacha Ray. C'est juste une citoyenne normale, ce n'est pas une journaliste, et elle prétend pouvoir prouver que Brigitte Macron serait un homme. Alors on commence à échanger des idées et à travailler ensemble pendant 1 mois. Et était-ce la première fois où tu as été présenté, introduit à la personne qui s'appelle Jean-Michel Trogneux? Parce qu'avant ça, il n'y avait pratiquement aucune photo de Brigitte Macron pendant un laps de temps de presque 30 ans, de sa vie à elle ou lui. Est-ce que c'est Natacha qui vous a présenté, introduit au nom de Jean-Michel Trogneux? Alors, c'est quelque chose d'intéressant. J'avais identifié ce nom dans les archives des documents trouvés, dans les tribunaux de commerce. J'ai commandé beaucoup de documents aux tribunaux de commerce, appelés l'INPI, pour retracer les entreprises. Je m'intéressais aux Trogneux et j'ai vu ce nom apparaître, qui n'apparaissait pourtant pas dans les biographies. Et j'ai réalisé qu'Emmanuel Macron ne se vendait pas très bien au public en tant que personnalité. Il était dans les fonds spéculatifs, dans la vie d'entreprise.
Et le public n'était pas vraiment captivé par cette image. Donc quand ils ont décidé de créer un candidat à la présidentielle, ils ont davantage essayé de se concentrer sur le background historique de la famille de Brigitte. La famille Trogneux, qui est une famille de chocolatiers à Amiens, parce que c'est l'image d'une famille qui est vraiment enracinée dans la vraie vie du pays, dans l'économie réelle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des banquiers chez Rothschild, ils ne font pas toute la journée des fusions-acquisitions, ils font des chocolats. Dans la presse française, ils ont même été comparés au Kennedy. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, mais pourquoi y a-t-il cette insistance sur chaque frère, chaque sœur, chaque nièce, etc., à l'exception d'un seul, Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel a été complètement effacé. Et Natacha m'a dit qu'une photo de famille qui était censée avoir Brigitte sur les genoux de sa maman avait été montrée à la presse. Et elle m'a dit, mais regarde bien le petit garçon à gauche de l'image. Ce petit garçon, c'est Jean-Michel Trogneux. Tout simplement par processus d'élimination, c'est Jean-Michel Trogneux. Et ce frère caché, si vous regardez bien vraiment de près, c'est Brigitte Macron. Elle était complètement convaincue de ça. Et moi, bon, je me dis, c'est interpellant quand même, ça vaut la peine de s'interroger et de vérifier. Donc, aux États-Unis, nous avons une expression qui dit, on dit le chien qui n'aboie pas. Donc c'est assez intéressant. Ici, en fait, c'est le chien qui n'aboie pas. Il y a toutes les informations qui circulent sur les membres de la famille, et vous vous apercevez qu'il n'y a aucune information sur ce membre de la famille en particulier. Et cette photo que nous avons vue de la famille à Amiens, moi je me souviens de la première fois où j'ai vu cette photo, parce que c'est la photo qui a fait que je m'intéresse à cette histoire. Pour moi, c'était juste une question de bon sens. J'ai juste regardé la photo et le Daily Mail, essayé de me dire que la petite fille sur les genoux était Brigitte. Et moi j'ai juste regardé dans toute la photo, j'ai regardé sur la gauche. Non, excusez-moi, moi j'ai deux yeux et de toute évidence, je ne sais même pas quelle est la théorie de cette histoire. Mais là, à gauche, c'est clairement elle, c'est Brigitte. Un visage très distinctif, vous ne pouvez pas vous tromper. On ne peut pas changer son visage à ce point-là. Enfin, si, j'imagine que oui, mais c'était très distinctif pour moi. Et en fait, c'est ce que Natacha a remarqué. Vous regardez cette photo de famille, vous regardez la famille Amiens, vous regardez cette famille de chocolatiers, et vous regardez ce petit garçon sur la gauche de la photo, et vous vous rendez compte que vous ne savez absolument rien à son sujet. Et la suite de l'histoire, c'est quoi? Alors, moi je me dis dans mon journal... J'ai déclaré que c'était une question légitime. En tout cas, elle vaut la peine d'être posée. Pourquoi Brigitte cache-t-elle des parties de son passé? Et pourquoi y a-t-il une telle réticence à parler de Jean-Michel Trogneux? Ce qui m'a vraiment poussé à poursuivre cette question, c'est que quand Natacha et moi avons commencé à parler de ce sujet, ils l'ont détenu sur ordre d'un cousin de Brigitte Macron. Alors que Natacha était en train de développer une thèse très approfondie sur la façon dont Brigitte Macron serait Jean-Michel Trogneux, et à qui les enfants de Brigitte appartiennent réellement. Nous avons ensuite réalisé que l'un des cousins essayait de nous piéger, en nous donnant des détails qui n'étaient pas tout à fait exacts, nous envoyant essentiellement sur de mauvaises voies. Ils ont essayé de manipuler Natacha, moi-même, puisque je me suis appuyé sur cette thèse pour obtenir des informations. Ainsi qu'un autre journaliste aussi d'ailleurs, pour suivre ces fausses pistes. Peut-être sur ordre de l'Élysée et du gouvernement lui-même. Ok, c'est fascinant, parce que là c'est aussi quelque chose que, encore une fois, je dis à mes auditeurs, c'est juste du bon sens. Moi je me dis juste, imagine, je suis la première dame de France, je suis Candace, et si quelqu'un vient me voir et me dit « Hé, ton frère il n'existe pas, hein, ou ta sœur n'existe pas », moi je vais profiter de cette occasion pour faire une conférence de presse, et je vais me tenir là, à côté de mon frère. Et je vais dire que les théories du complot sont néfastes, et mettre ainsi fin aux rumeurs. Mais certainement je ne contacterai pas l'équivalent français des services secrets, et je ne leur demanderai pas d'arrêter un journaliste qui travaille sur une histoire. Ça tout de suite ça me donne un red flag, ça me signale instantanément qu'il y a quelque chose d'étrange. Donc vous dites qu'en plus de cela, ils vous donnent également de fausses informations, ironiquement, et qu'ils essaient en quelque sorte de vous amener à une mauvaise conclusion. Donc vous avez de l'intimidation et vous avez de la désinformation. Alors que tout ce que vous faites à ce stade, en tout cas de l'histoire, c'est que vous faites des recherches. Vous n'êtes même pas encore arrivé à la moindre conclusion. Mais cela vous donne certainement l'impression, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Malheureusement les gars, c'est là que nous allons devoir couper l'interview. Comme nous l'avons dit la dernière fois que nous avons échangé avec Xavier Poussard, notre interview a été retirée de YouTube. Donc cette fois-ci, nous voulons jouer la carte de la sécurité et vous permettre de vous rendre sur le site candaceowens.com où vous pourrez regarder l'interview dans son intégralité. Le reste de l'interview est complètement gratuite. Le sujet est bien trop important pour nous pour que nous le rendions payant. Nous espérons vraiment que vous